On va donc faire un peu une introduction très générale pour que vous compreniez cette boîte d'outils qu'on a créée là, dans le projet dernier, qu'est-ce que ça contient, parce qu'on va explorer ça pendant la semaine, et puis une introduction un peu plus précise à la partie plus théorique, qui met un peu le cadre aussi critique du projet. Donc voilà, c'était le projet qui a fini en mai, Bodinet Horos. Bon. Qui avait cette intention de se focaliser sur des pratiques chorales, mais toujours déjà dans le sens de réinventer le corps, le mouvement et les relations vers des modes de vie durables pluriels par rapport à la santé planétaire dans l'Anthropocène. Et donc pour cette séance-là, vous l'avez déjà lu, donc il ne faut pas dire tout ça. On va se questionner, on va aller en avant dans ce questionnement des pratiques transformatrices devant la crise éco-socio-animale. Donc je voulais dire que tout ce qu'on va faire cette semaine, vous pouvez le prendre à deux niveaux, et aussi de niveau intermédiaire. À un niveau plus maximaliste, on va parler très sérieusement des choses qui peut-être vont vous troubler. Parce que c'est sérieusement qu'on va parler ici de choses duquel on parle en général pas du tout. Je ne sais pas donc les expectatives que vous savez, qu'est-ce que vous savez imaginer quand vous savez lire. Donc on va offrir aussi même une possibilité de, si vous voulez, dans l'avenir, joindre un projet qui va vers cette direction, vous pouvez le faire. Donc il y a une vraie possibilité de maximaliste. Mais vous pouvez le prendre aussi au sens plus minimaliste, de dire, bon, je prends ici des outils qui me servent dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, pour ouvrir de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de nouvelles sensations, de nouvelles réseaux, de nouvelles possibilités, etc. Et à l'entre-deux, il y aura aussi des évolutions possibles. Non, mais c'est juste pour dire que vous pouvez décider pendant la semaine si vous allez plutôt vers le maximalisme, le minimalisme, etc. Ou après. Voilà, deuxième séance. Aussi, je vous propose, quand on parle surtout des aspects plus troublants de la crise d'aujourd'hui, etc., essayons de créer un espace safe, comme on dit en français. Bienveillant. Hein? On dit safe. On dit safe. Hein? On utilise pour oublier, malheureusement. Un espace aussi plutôt performatif, des fois même ironique. Ouais. Pour se poser des questions. En fait, on a développé dans le projet une chose qu'on appelait thérapie ontologique. C'est un nom ironique qu'on peut mettre en pratique entre tout, comme une espèce de thérapie de groupe pour se questionner toutes ces choses qu'on a appris, qu'on proposera ici de questionner jusqu'au fond. Et si pour quelqu'un ça devient traumatique, dans quelques moments, on se prend soin entre tout. Ironique dans quel sens? Pardon? Ironique dans quel sens? Non, ironie au sens que quand on parle de thérapie, c'est le renversement de thérapie habituelle, parce que je pense que les thérapies souvent ont un aspect qui nous porte à nous assimiler mieux dans le système de l'extinction, comme je l'appelle. Ici, c'est l'inverse. C'est une thérapie pour déconstruire tout ce qui nous aligne avec le système de l'extinction et nous porter, nous désaligner dans une... Et aussi au sens de questionner tout aspect normatif, normalisateur qu'il y a toujours, souvent dans la parole. Thérapie aussi... oui, disons, en ajoutant une note de humeur dans la gravité, parce qu'on va parler des choses assez troublantes. Donc, pour ne pas mourir dans le processus, souvent une note de humeur en accompagnant peut aider à faire l'espace safe pour nous. Pas, disons que ça ne sonne jamais accusateur, quelque chose de culpabilisateur, on vit comme ça, on prend quelque chose avec un peu de légèreté entre nous. Donc le toolkit.
le toolkit comprend les aspects théoriques, les aspects de technique de mouvement, des autres techniques numériques, non numériques, etc. Aussi tout l'aspect ethnobotanique. Et surtout les labs, les résidences comme on fait cette semaine ici. Et en fait, c'est avec Jean-Marc, bon, j'ai commencé à faire une aussi à Brest 2021, mais c'est ici surtout, et aussi en Espagne, en Grèce, pendant le dernier projet où on a développé cette idée de résidence d'une semaine qui sont plutôt conviviales. Et donc ça, c'est vraiment la méthodologie fondamentale pour mettre pour que le groupe qui vient devient un cœur qui expérimente toute une série de processus perceptuels, collectifs, de pensée, tout entremêlé, etc. Donc c'est un devenir, un vrai devenir, collectif, individuel, etc. Donc ça c'est excusez-moi que c'est en anglais, mais ce sont des choses. Mon français écrit, c'est pas la meilleure chose. Donc s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, je peux traduire. Il y a tout l'aspect théorique, il y a la technique du mouvement sans le numérique. Avec le numérique, il y a la partie de ce fil écologique, c'est la partie plus nouvelle qu'on espère développer plus dans le nouveau projet, et duquel on va partager déjà l'herbarium qu'on a fait l'année dernière ici, de petites plantes qu'on peut manger ici dehors, comme un changement de perception, disons. On en parlera pourquoi on fait ça. Mais dans le prochain projet, on veut pousser plus dans cette direction. De vraiment, on va voir tout de suite pourquoi et vers quoi. Voilà. Donc, oui, comme je disais, dans la technique chorale, on a ces deux aspects, choros, plus portés sur le présentiel, et des techniques aussi pas seulement le corps, mais on va ajouter aussi des structures flexinamiques que j'ai là-bas, et de l'utilisation du numérique en présence, en mode présentiel. Coordinate était plutôt la côté télématique qu'on a fait plutôt l'année dernière, etc. Peut-être on va faire un peu de ça dans la deuxième séance, on ne sait pas, on verra. Donc il y a beaucoup de couches, de techniques diverses, toujours avec cette idée des pratiques d'une improvisation collective. Donc ça c'est fondamental à comprendre. C'est jamais ici chorégraphier une pièce, un morceau, etc. C'est développer des pratiques improvisatrices collectives. Avec des outils qui ont beaucoup d'années, parce que par exemple le software qu'il y a derrière des choses ici, Morphogenesis, Abstract Avatars, ça j'ai commencé à développer en 2003. Et il y a eu toute une évolution. Et puis avec Arnaud, le programmateur qu'on avait l'année dernière avec nous, etc., on a fait de nouvelles versions. Peut-être je vais vous montrer même, disons après 22 ans de travailler sur ce projet, je me suis décidé finalement à faire une petite version en réalité virtuelle, que je ne voulais pas du tout travailler avec ça, parce que Mais bon, disons, avant de le jeter à la poubelle, le projet, je dis, on fait la réalité virtuelle, on va vous montrer, pour voir ce qu'on expérimente là. Donc on a une approche très critique. Disons, Jean-Marc et moi, on travaillait pendant beaucoup d'années, Jean-Marc encore plus que moi, dans le numérique, danse numérique, etc., performance. Mais surtout, de mon côté, on développe une approche plus et plus critique vers le numérique. On va bientôt voir pourquoi. Et pourquoi aller plus vers ce que le corps peut faire part. Même, c'est un collectif. Mais on va encore garder un peu de ces pratiques-là avec ce regard critique. Bon, juste dire que toute la théorie qu'on va avoir maintenant est très élargie dans cette trilogie de livres écrits en anglais par moi, qui est assorti entre l'année dernière et cette année. En fait, le 3e volume va sortir dans 2 semaines, donc ça va être là complet. Entre hackers, philosophie radicale du mouvement. Et il y a même aussi une version en espagnol, si vous pouvez faire l'espagnol,
600 pages, une version réduite, où on a tous les aspects théoriques et philosophiques développés jusqu'au fond. Donc je vais vous donner maintenant un clin d'œil d'une chose qui a un énorme développement, fait depuis 4 ans. Et ça c'est lié aussi avec cette proposition Vegan Art Queer, qui est la partie plus directement, disons, c'est la version plus récente des propositions activistes sur lesquelles je travaille, en fait, plus pratiquement aussi à plusieurs niveaux, en Espagne surtout, dernièrement, mais on parlera. Donc voilà, la partie théorique a 3 grands champs. D'une part, une critique de la situation actuelle et son histoire. On va commencer par ça. Puis il y a tout le fait de développer de nouveaux concepts pour comprendre le monde et nous-mêmes, hors de concepts héritiers de cette époque problématique. Et puis il y a aussi toute la partie de esthétique et politique qui est, évidemment c'est tout complètement entremêlé. Donc voilà, la partie critique est très liée à ce concept que je développe depuis des années de l'algoricène. L'algoricène serait une manière de dire que ce qu'on appelle l'anthropocène, vous avez entendu parler de l'anthropocène? Ça vous sonne à tous, l'anthropocène? Oui. L'anthropocène, c'est comme on appelle, disons, l'époque géologique actuelle s'appelle encore officiellement le Holocène, que veut dire l'époque complètement récente, qui a commencé il y a 10 000, 12 000 ans, c'est quand l'agriculture a commencé, qui est le problème que je vais vous poser. La vie sédentaire, etc., a commencé quand le climat s'est stabilisé. Il y a, après une âge glacial où le climat était très instable, c'est le cas normalement dans la Terre, il a commencé une époque de bonheur climatique et de stabilité climatique très inusuelle dans l'histoire terrestre. C'est là où on a commencé avec l'agriculture et avec l'exploitation des autres animaux, et puis aussi des animaux humains, etc. Et c'est là où on a commencé à créer les fondements de toute la crise planétaire qu'on a aujourd'hui. Mais Algoricène donc on a commencé donc à parler de l'anthropocène pour nommer cet âge-là, surtout la partie plus récente, au sens qu'on est en train de laisser une empreinte géologique dramatique sur la planète. Ça n'a pas été accepté par les géologues, donc le nom officiel est encore Holocène, mais beaucoup de gens parlent de l'anthropocène, et puis il y a des millions d'autres noms. Capitalocène, il y a des milliers de néologismes pour dire, et donc chaque néologisme met l'accent sur une chose diverse, pour dire, bon, qu'est-ce qui définit l'époque actuelle. Donc pourquoi parler d'algorithmes? Peut-être votre première réaction serait, bon, les algorithmes, le numérique, c'est beaucoup plus large. L'idée c'est que le problème qu'on a, c'est que depuis des milliers d'années, il y a eu des homogénéisations du mouvement dans la Terre avec toute l'émergence des géométries associées à l'exploitation de la vie depuis le néolithique, qui ont créé des mouvements algorithmisés sur la biosphère, d'une manière d'abord un peu linéaire et maintenant exponentielle. C'est toute une évolution où on a un processus sur la biosphère, ce processus, une algorithmisation de la vie et du mouvement, mais depuis des milliers d'années. Ça, c'est le concept. Et cette algorithmisation du mouvement de la biosphère est intrinsèquement, ça comporte le processus d'extension de masse duquel on fait part maintenant et qui comporte le plus que probable collapse de ce type de civilisation exploitatrice et que l'on fait partie maintenant. On va voir le pourquoi tout de suite. Donc l'âge des algorithmes, c'est l'âge des extensions, implicitement, parce que ça comporte, on verra tout de suite, une éradication de la diversification de mouvements de la biosphère.
qui soutient le processus du vivant. Donc le contexte duquel on ne parle jamais dans les événements même académiques, mais artistiques et même activistes, le contexte duquel on ne parle jamais, mais qui serait la première chose sur laquelle on devrait parler, je pense, partout, c'est le contexte de l'extinction. C'est le contexte de la vie terrestre d'aujourd'hui, auquel l'humanité, dans sa psychose planétaire, ne veut pas regarder du tout. Et je me suis interrogé énormément sur pourquoi, comment est-ce que, parce que je fais recherche sur, entre autres choses, sur tous les aspects, divers aspects de la crise écologique, qui est très complexe, c'est beaucoup de couches différentes. Et quand on commence à faire une recherche sur ça, on comprend la radicalité du problème. Et le fait que, même selon les rapports les plus conservatrices, c'est évident que les conditions de continuité de la vie telle qu'on la connaît ne vont pas être là dans 100 siècles. C'est plus qu'évident. Et pourquoi alors c'est que l'humanité, dans cette globalité, même dans le mouvement écosocial en général, ignore ces faits fondamentaux de notre âge? C'est une question que je vous lance. Je vais vous donner ma réponse que j'ai développée pendant ma recherche. La réponse se dit assez vite, mais il faut la comprendre. La réponse s'appelle suprémacisme humain, que c'est la idéologie partagée par l'humanité entière, inclus nous ici. Donc après, dans la thérapie ontologique, on va se questionner sur comment chacun de nous reproduise le suprémacisme humain comme une idéologie autre que nazi, psychotique, complètement psychotique, nous fait ne pas vouloir comprendre l'échec de le type d'évolution que comportent les sociétés de la domination et de l'exploitation. Bon, donc c'était l'effet fondamental de chaque événement. Donc dans tous mes projets, ça est là, comme le début. C'est ça le contexte où on travaille, où on vit. Pas seulement nous, tout le monde dans la planète fait face à ça. Et pour beaucoup d'espèces et pour beaucoup de gens, humains et non humains, le collapse est là depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose à venir. Penser que le collapse n'est pas encore venu, c'est déjà une idée suprémaciste humaine. Le collapse est venu pour beaucoup d'espèces qui sont déjà extinctes et pour beaucoup de communautés humaines aussi. Et ça va venir pour presque tout le monde bientôt. Voilà, donc les évidences, bon, je pourrais dédier des heures seulement à chaque petit aspect ici, non, mais disons qu'on va vers des scénarios d'une terre non habitable pendant ce siècle. Parce que les politiques qu'on suit vont clairement dans cette direction d'une augmentation de température et d'instabilité climatique et de beaucoup d'autres choses qui sont entremêlées, les pandémies, les guerres, etc., la manque de nourriture et tout ça. Disons qu'on devrait aller vers une réduction de tout ce qu'on fait, comme la ligne bleue, mais en fait on suit la ligne rouge. Ça c'est pris des rapports des Nations Unies sur le climat. Une petite adaptation que j'ai faite. Donc ça donne un peu l'idée de où on devrait aller et où on va, à cause de cette mentalité portée à profit short term, court terme, vision court terme, qui fait partie de cette psychose planétaire d'aliénation radicale, de dissociation complète, qui nous porte à une espèce de suicide collectif, mais malheureusement pas seulement humaine, mais de millions d'autres espèces. Donc la proposition théorique que je fais en particulier, c'est que la source profonde de toute cette délire, de toute cette psychose, de tout cet suprémacisme, etc., est corporelle.
Et ça, c'est racine beaucoup avant le néolithique, en fait. Mon idée, c'est que le racine de cette... donc, on a développé graduellement un appauvrissement sensoriel, une séparation sensorielle du monde, graduellement, depuis que, en tant que bipède, dans la savane, parce que le bipédisme a émergé dans la forêt il y a 7 millions d'années au moins, mais quand on a transitionné à la savane à cause du changement climatique, on s'est trouvé avec les mains libres, on a commencé à changer la diète à travers des sous-tiles, une exosomatisation à travers des sous-tiles très systématiques. Et bon, pour moi, c'est là où une certaine dérive vers une atrophie proprioceptive corporelle, on parlera après de la proprioception comme le sens fondamental, a commencé, un distancement de l'entour et des autres, et aussi une construction plus et plus artificielle d'un environnement à travers cette exosomatisation. Donc il y a un énorme processus là, qui, par contre, là, au néolithique, a pris un chemin de non-retour vers où on est. Ça, évidemment, on peut discuter, il y a des théories diverses. Si ça vous plaît, on peut se questionner là-dessous. Je vous donne des clins d'œil de ma version, mais c'est une histoire complexe. Donc, pour moi, c'est ces millénaires, ou même millions d'années, de croissante atrophie corporelle et sensorielle qui nous a aliénés de l'entour et des autres, qui est la source plus profonde de la situation qu'on a arrivée aujourd'hui. Et c'est pour ça, pour moi, que le corps en mouvement, redécouvrir cette potentialité, c'est une chose fondamentale. Il n'y aura aucun changement si on ne travaille sur ça. Bon. Parce que vous voyez, il y a eu des formations algorithmiques au niveau de création de l'espace. C'est la manière grillée de structurer la vie par Hippodamos de Milet il y a 2600 années. Il y a d'architecture qui a créé le spectacle en Grèce comme une capture, je le dis, du chœur dionysiaque. Le chœur dionysiaque était un chœur orgiastique de corps qui chantaient, dansaient ensemble d'une manière plutôt nomadique, où il n'y avait pas de spectateurs, a été capturé dans la ville grecque, dans cette architecture du spectacle. C'est là où on a inventé toute une série de dualismes qu'on se questionne. Donc, j'avance donc que l'esthétique, la proposition esthétique de ces deux séances est aboutie de tout mon travail. Ce qu'il a comme spécificité radicale, c'est travailler complètement contre l'idée du spectacle et du spectaculaire, parce que surtout ça c'est la perspective, l'invention de la perspective linéaire en Renaissance, serait le point aussi de nos retours où on a instauré une manière radicalement dualiste de se séparer du monde par en assumant un point fixe de vision. Point fixe de vision. Garder cette idée dans la tête. C'est ça qu'on fait toujours quand on est devant un écran comme maintenant. Voilà. Point fixe de vision. Le téléphone, le PC, l'écran, etc. Ce sont des points fixes de vision. Ça a été inventé il y a 600 années par Leon Battista Alberti à Florence, d'après des expériments de Brunelleschi et d'autres, etc. Et ça a été la source de la rationalisation totale du monde, l'algorithmisation totale de la perception même, où on se place dehors le monde à travers ces points fixes de vision qui éliminent le mouvement du corps. Il ne reste que le petit mouvement algorithmique de doigts et de yeux. Exactement la même chose qu'on a avec un PC aujourd'hui. Sauf que le PC maintenant est connecté avec deux systèmes planétaires de computation qui gestissent tous les contenus auxquels on est déjà aligné à travers l'appauvrissement de notre mouvement. Donc l'appauvrissement
héritier du mouvement, cet alignement au point fixe des visions permet que les algorithmes, cette black box algorithme planétaire et toxique, justice d'une manière impossible de connaître tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait dans cette boîte. Tout ça c'est lié à... C'est la courbe de la population humaine pendant 100 000 ans. Vous voyez que pour la plupart du temps, on était très peu. Au-dessus d'1 million, c'était la population humaine pour la plupart du temps. Mais ça s'est connecté à l'idée qui propose l'anthropologie depuis les années 60, que la communauté de chasseurs-cueilleurs, et ça connecte avec l'idée de reconnaître les plantes, donc je vous propose vraiment de récupérer les pratiques de cueilleurs, pas de chasseurs, de cueilleurs. Donc comment les communautés des chasseurs-cueilleurs, on dit aujourd'hui cueilleurs-chasseurs, parce que la cueillette c'est la plupart de la diète de la vie, avait une vie assez meilleure que celle qui est venue avec l'agriculture. Ça renverse complètement la narrative suprémaciste qui dit que l'agriculture est venue pour résoudre les problèmes. C'est pas du tout vrai. L'agriculture a apporté la misère, la surpopulation, l'exploitation de la terre, des autres animaux, des animaux humains, etc. Et les évidences autour de ça sont énormes. Donc ça c'est une chose duquel on peut parler pendant la semaine aussi, parce que ça c'est un vrai renversement de narratif suprémaciste. Donc il existe aujourd'hui encore de communautés de chasseurs-cueilleurs qui montrent encore, même dans sa précarité, les aspects de la flexibilité, la diversité, et la manière dont il y a toujours un plus grand égalitarisme humain, mais évidemment surtout aussi parce qu'il n'y a pas d'exploitation des autres animaux ni de la terre, il n'y a pas de propriété de la terre. Donc la propriété de la terre, l'exploitation des autres animaux était le fondement à cause de la nourriture, d'une expansion planétaire suicidaire. C'est précisément cette courbe radicale de multiplication humaine qui a été fondée surtout sur le système alimentaire qui nous porte à la Bible, entre autres choses. Et la manière dont cette ubiquité planétaire est dévastatrice pour les autres formes de vie. Ça c'est quelque chose qui manque même dans les mouvements antispécistes. Donc ici on porte la critique ils sont du suprémacisme humain, je pense au-delà de beaucoup de débats qu'il y a dans le mouvement éco-social et animaliste et antispéciste. C'est notre expansion planétaire en gros qui est une menace pour nous-mêmes et pour toutes les autres formes de vie. Ça, on peut le comprendre très bien quand on comprend comment quelles sont les conditions de fleurissement de la biodiversité, qui est la condition même de la vie. Par exemple, qu'est-ce qui la menace? Par exemple, la fragmentation d'écosystèmes, c'est une des choses qui crée des menaces à la biodiversité plus profonde. C'est pas trop difficile à comprendre que chaque rue qu'on construit, chaque ville qu'on fait, surtout l'agriculture et l'élevage, c'est ce qui occupe le plus, qui détruit plus, qui fragmente plus. Donc on crée, on verra tout de suite, depuis le néolithique, on a substitué biodiversité et symbiose par monoculture des animaux non humains, des humains, des plantes, des matières, etc., des idées aussi. Donc on a substitué diversification, qui est la source de la vie, par une homogénéisation radicale, monoculture de tout, à travers des systèmes d'exploitation radicale. Ça, c'est l'expansion humaine qu'on appelait progrès.
mais ça comporte implicitement et ne peut que comporter une extinction des masses la plus vite de l'histoire terrestre. Il n'y a jamais eu un processus d'extinction des masses si vite que celui qu'on crée nous-mêmes, avec ce mode de vie duquel on est tellement fiers. Et donc c'est un processus exponentiel, parce qu'on a tous les problèmes maintenant, collapse climatique, pandémie, et donc la psychose humaine, le fanatisme humain croissent plus et plus on approche l'abîme. Ça c'est ce qui nous fait accélérer vers l'abîme. Autre que dire non, on décélère. Non? Il y a cette image, une métaphore qui a été lancée par Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, que j'aime beaucoup, qu'on a le pied sur l'accélérateur dans l'autoroute vers l'extinction. Et pour moi, tout le monde a le pied sur l'accélérateur. La gauche globale, en plus. Il s'agit seulement de créer des fanatismes. On peut imaginer Trump, Musk, avec le fanatisme complet, avec l'accélérateur vers l'extinction, au fond. Mais la gauche globale, même les mouvements plus radicaux éco-sociaux, ont aussi le pied sur l'accélérateur, seulement un peu moins fanatiquement, mais par contre en cooptant, en s'appropriant d'un espace qui fait qu'il n'existe pas une vraie alternative. Et c'est ça que je trouve le plus troublant du tout. C'est pour ça que dans les projets que j'ai faits, on essaie de faire beaucoup de choses différentes, des conférences, pour voir si on peut essayer d'avoir une voix collective, des intellectuels, des activistes, des artistes, etc., où on peut vraiment commencer à adresser ce type de choses que personne ne peut pas adresser, ni dans l'activisme, ni dans l'académie, ou le monde intellectuel, ni dans les arts. Donc, c'est l'invitation. Inspirez, rappelez-vous, thérapie ontologique, d'humeur. Donc, voilà. Donc, une des choses, et la raison aussi pour laquelle on a une politique stricte végane dans le projet, je l'appelle une politique Holocaust-free, libre de Holocauste, c'est que l'exploitation des autres animaux aujourd'hui, surtout liée à la nourriture humaine, c'est le crime plus incroyable qu'il y ait jamais existé dans l'histoire terrestre, parce que ça comporte des billions des non-humains exterminés chacun. En fait, si on inclut la mer, la pêche et l'aquiculture, vraiment on extermine chaque jour plus d'individus que l'humanité entière. C'est plus de 10 milliards par jour. La plupart d'eux apprécient une vie dans l'enfer. Les champs de concentration qu'on appelle fermes pour les autres animaux sont assez pires que n'importe quel champ de concentration humaine que j'ai pu investiguer. C'est ce qu'il y a. Et le paradoxe, c'est que plus on regarde la démocratie riche, pire c'est, parce que plus de non-humains sont dans les fermes industrielles. Ça, c'est la vraie façade des démocraties humaines riches. Voilà. Ça, c'est le problème. Mais non seulement, ça c'est le crime le plus épouvantable de l'histoire terrestre, mais c'est aussi la source la plus grande de la crise écologique. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, qui étudie le problème dans leurs recherches, c'est là. C'est dans l'évidence scientifique. Mais on ne parle pas du tout de ça, même dans l'écologisme. Maintenant, dans mon activisme vegan avec un groupe qu'on a créé l'année dernière, on fait de l'activisme à l'intérieur des collectifs écosociaux en dénonçant que même l'écologisme cache ce fait fondamental, que la source plus profonde de la crise écologique et climatique n'est pas des fossil fuels. Oui, les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est la nourriture d'origine animale. Parce que c'est un thème énorme, mais bon, pour
bon, ça vous donne une idée de comment on occupe l'espace terrestre avec l'élevage, surtout, et puis l'agriculture. C'est-à-dire la plupart de notre occupation dévastatrice de la terre, la plupart de la déforestation terrestre, c'est à cause de l'élevage, et ça depuis le néolithique, depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, on voit ça dans l'Amazonie, qui est en train de disparaître, surtout à cause de l'élevage, qui crée 80% de la déforestation de l'Amazonie. Mais en Espagne, c'est la même chose. La plus grande source de feu, ce feu horrible qu'on a eu dans l'été, la plus grande source de feu intentionné, c'est créé de pastos, grazing, pâturage pour l'élevage. Et ça, c'est comme ça depuis 5000 années au moins. Donc, voilà, c'est seulement un des aspects. Les océans, c'est la même chose. On est en train de vider de vie des océans à travers la pêche, etc. On peut avoir une légende pour cette carte? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, les trucs sur cette carte? Ah, sur cette carte, oui, donc le Oui, entre violet, comment ça dit le violet? Le violet, oui. Le violet, c'est l'occupation intensive du territoire. Le vert ne veut pas dire que c'est un territoire intact, parce qu'en fait, il n'y a aucun coin de la Terre qui soit intact aujourd'hui. Des fois, on parle de 1%, 2% d'écosystèmes intacts, mais en fait, le plastique, le téflon, etc. sont partout. Donc, il y a un coin intact. Mais le vert est moins détruit. Donc, imagine, non? Il y a une seule espèce entre les 8 millions estimés qui a détruit, non pas seulement occupé, la moitié. Ça, ça te donne l'idée du degré du suprémacisme humain. Et ce que je vous propose, c'est que la seule manière de survivre et de fleurir, c'est en étant seulement ce qu'on devrait avoir toujours posté à être une des 8 millions d'espèces. Une de 8 millions, pas la moitié qui écrase tout le reste. Ça, c'est une mode complètement, profondément imbécile de autodestruction et d'échec évolutif radical. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on est tellement fiers. C'est ce qu'on appelle les progrès, c'est ce processus de destruction planétaire qui nous porte à l'abîme dans un clin d'œil, dans une vitesse jamais vue. C'est l'échec évolutif le plus radical de l'histoire terrestre, sans doute. Sans doute. Déforestation de l'Amazonie, etc. Mais surtout pour des pastures de l'élevage. Et puis aussi, quand on parle de la soya, c'est sûr aussi. 76% de la soya de l'Amazonie, c'est pour l'élevage, etc. Donc ça, c'est la vraie raison de laquelle on ne parle jamais à cause du lobby de l'élevage qui nous fait croire que non, qu'on peut... C'est très soutenable de manger les vaches qui sont là, apparemment, dans le bonheur, dans les champs. En fait, même si pour les autres animaux, l'élevage industriel, c'est beaucoup pire, mais celle qui est pire pour le collapse climatique, la biodiversité, c'est l'élevage extensif. Et par contre, les mouvements écologiques internationaux défendent l'élevage extensif. Et ça, c'est criminel, c'est inacceptable. Ça, c'est l'écologisme d'aujourd'hui. Pourtant, respirons. C'est pour ça que... Bon, donc voilà, on a substitué biodiversité par de monoculture, et ça, c'est une destruction des conditions, des possibilités de la vie. La vie a besoin de donc l'écologie nous dit que la biodiversité, c'est le concept central de la vie. La vie, c'est un processus de diversification permanente. Ça, derrière des théories plus profondes que je aussi adresse, cosmologiques, etc. Et ça nous porte à la philosophie radicale du mouvement. Et donc, on va expérimenter dans les pratiques de mouvement, qu'on va faire tout de suite, l'idée du corps comment essaim, comment nuer.
parce que je vais vous proposer, qui connaît le concept de proprioception? Tout le monde? Proprioception? Non? Bon. Donc là, on va parler beaucoup parce que dans la proprioception, c'est, à mon avis, le sens le plus important du tout. C'est un des sens qu'on a comme corps. Donc on a beaucoup plus de 5 sens. Cette idée de 5 sens, c'est une idée complètement fausse qu'on a héritée d'Aristote. Pas du tout. On a beaucoup plus de 5 sens. Mais le plus important, et duquel on ne parle jamais dans cette culture-là, c'est la proprioception, qui a été théorisée d'une manière très riche en 1906 par Charles Scott Sherrington, mais personne ne fait. Très peu de gens. Dans certains milieux, on en parle, mais très minoritaire. Donc la proprioception, c'est le sens que le corps a de son propre mouvement, aussi de la posture. Ça a à voir avec des milliers de capteurs dans les muscles, les tendons et les articulations. C'est pour ça que vous pouvez savoir où c'est la main sans le regarder. Essayez d'expérimenter ça. Vous pouvez sentir, n'est-ce pas? Vous savez, ça fonctionne surtout d'une manière non consciente. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va élaborer sur ça. On va élaborer sur les mouvements non contrôlés par une raison réductive. Ça va être très central. Et ça, le corps le fait tout le temps. Mais on a ignoré ça par cette foi religieuse au sujet cartésien qu'on va essayer de détruire dans ce atelier complètement. Et donc, on va essayer de mettre en fonctionnement cet autre corps auto-organisé qui a son propre, ce que j'appelle l'intelligence corporelle. C'est ce que je pose ironiquement. Je dis la révolution n'est pas la IA, l'intelligence artificielle, c'est la IC, l'intelligence corporelle. C'est vraiment la seule source que je peux imaginer pour une vraie révolution, évolution, au-delà de cette collapse imminent. Donc, le corps serait donc comme une espèce de nuée de essence décentralisée, moléculaire, de sensations distribuées, auto-organisées. On va travailler beaucoup sur ça. C'est une manière que j'ai de renverser ce qu'on a hérité de la perspective de Renaissance, cette idée de point fixe de vision, qui nous fait être immobiles et privilège une espèce d'esprit désincarné, comme ce que Descartes a proposé, non? Cette idée délirante qu'on est un esprit séparé du corps. Ça, c'est à cause du point fixe de vision. Donc on va renverser ça complètement. Dans la proprioception, c'est complètement le renverse parce que, disons, la manière dont je connais en tant que corps cet objet-là, ou même le pain, tu vas acheter le pain et tu le touches pour voir quelle est la texture, c'est dur, ça c'est les fluctuations de tes tensions musculaires, des sensations de posture, de mouvement, etc. C'est-à-dire, tu connais cet objet-là dans le même mouvement de connaître toi-même en tant que corps en mouvement. Parce que le sens plus profond de soi qu'on a, c'est cette sensation corporelle que le corps a de soi-même. Et c'est un mouvement et un changement. Donc c'est le renversement complètement de cette point fixe de vision qu'on a hérité comme paradigme dominante et que personne presque n'a pas questionné, même dans la philosophie. Donc j'ai mis vraiment la proprioception comme le centre d'un tout nouveau paradigme pour redéfinir tout. La perception, comment on apprend, comment on se communique, comment on... l'idée du corps. Le corps serait un champ de fluctuation. Le corps n'est pas défini par un fonctionnement biomécanique, c'est un champ de fluctuation avec des possibilités infinies. C'est ce qu'on va expérimenter dans les pratiques de mouvement. On va essayer de lancer la puissance de cette indétermination du corps comme champ de fluctuation qui est en rapport indéterminé avec tous les autres corps qui créent des champs de fluctuation plus larges. On va créer cette dynamique. Et on va voir donc comment la plasticité kinesthésique et multisensorielle, parce que les autres sens pour moi sont des extensions de la proprioception, comment ça se lie à une plasticité neuronale, cognitive,
Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur ça. Les connexions neuronales émergent du mouvement et des sensations multisensorielles. Donc plus on donne de plasticité à notre rapport kinésique avec le monde, plus on a une neuroplasticité aussi. Si on développe un nouveau mouvement, une nouvelle proprioception, une nouvelle intégration multisensorielle, on crée des nouvelles réseaux synaptiques. Mais ça mobilise aussi la épigénétique, c'est-à-dire la manière dont notre gène s'exprime. C'est une nouvelle science qui cherche à comprendre que la génétique n'est pas une science fermée, c'est un livre, ça c'est ridicule. C'est un champ dynamique d'échange qui dépend de rapport avec l'environnement. Mais ça change aussi tout le fonctionnement biochimique du corps, les hormones, le système immunologique, etc. Donc la plasticité sensorimoteur est pour moi le fondement de la plasticité en tant que corps est vital à tous les niveaux possibles. Et en fait, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, je pense, viennent de cette atrophie, cet alignement qu'on a développé. La plupart des maladies viennent de l'exploitation animale d'abord, mais puis le reste vient de cette manière de découper les fondements de la vie, qui est sur la plasticité du mouvement. Donc, bon, il y a tout un côté cosmologique, on n'a pas le temps d'aller là, parce qu'il y a cette idée dans la physique actuelle des fluctuations quantiques comme la seule chose qui ne peut pas cesser d'exister dans l'univers. Donc moi je prends ça comme un promoteur en disant que vraiment cette idée du corps comme un champ fluctuant a une profondeur cosmologique. C'est-à-dire l'évolution dans le cosmos, c'est précisément comment les fluctuations quantiques, cette variation énergétique du vide, s'exprime dans toute l'évolution du cosmos. Et c'est ça qui est derrière l'idée que la seule chose qui ne peut cesser d'exister, c'est la variation permanente. Et c'est ça qu'on a découpé dans cette âge d'exploitation et d'homogénéisation tellement bizarre dans le dernier millénaire. On a créé des tendances contraires d'homogénéisation qui sont antivitales. Bon, si ça vous intéresse, on peut retourner sur ça dans mon livre. Je approfondis sur tout cet aspect cosmologique aussi. Ce sont par exemple de filaments galactiques. Dans chaque filament là, vous trouvez des centaines de milliers de galaxies. Bon. Cette distribution a été créée par comment les fluctuations se sont exprimées dans le Big Bang, l'inflation initiale. Donc pour moi, tout ce qu'on a autour de nous peut être redéfini comme des champs de fluctuations très diverses. C'est une manière de aussi éliminer cette manière de regarder du point fixe de vision pour catégoriser dans des formes. Je lutte toujours contre l'idée de la forme. Pour moi, la forme, c'est un héritage de cette vision en distance. Quand tu es dedans le flux, c'est une chose très différente. Donc c'est une esthétique sans forme. Et on va expérimenter beaucoup ça. Donc là, on va pas se préoccuper par quelle est la forme que je donne à quelqu'un à voir là comme spectateur. Non, c'est comment je sens cet essence des sensations moléculaires où je suis toujours j'ai toujours la possibilité de découvrir une nouvelle sensation, s'ouvrir toujours à une petite variation. Donc c'est ce qu'on va travailler. Donc pour moi, il y a une corrélation entre les nuées des non-humains et ce qu'on va faire. Ça, c'est des satellites que je fais. Ça, c'est à Chile en 2010. 15 années, voilà. Mais tout l'univers, pour moi, peut être réinterprété dans ce sens-là, de métacorps. J'appelle métacorps, c'est de corps relationnels, en mouvement, en transformation, où il y a des rapports de mouvement. Le mouvement n'est pas des choses, mais de mouvement, jusqu'à la fluctuation quantique. Donc le monde est fait de rapports de mouvement en changement continu. Ce sont les métacorps.
des fluctuations quantiques au multiverse, passant par toutes les autres formations. Voilà, donc, regarde ici toute une partie qu'on n'a pas le temps de... Mais oui, donc toute la redéfinition, disons que j'ai fait depuis des années, que j'appelle post-queer en fait, de la sexualité, va vers cette direction parce que suivant par exemple la biologue Lynn Margulis, le sexe dans l'évolution n'a rien à voir avec la reproduction, et ça a à voir seulement avec la mutation. Les bactéries, par exemple, ont du sexe pour échanger des gènes et muter continuellement. C'est grâce à ça qu'elles ont cette plasticité incroyable, elles s'adaptent et créent des écosystèmes en variation permanente depuis 4 milliards d'années. Donc l'association du sexe avec la reproduction est venue très tard dans l'évolution et le sexe garde toujours la côté de mutation. C'est la mutation qui comporte le sexe. C'est pour ça qu'il y a l'échange de différentes sources. L'idée de reproduction, c'est une folie. Rien ne se reproduit pas. L'idée de reproduction comporte une fallacie ontologique, héritier de la métaphysique, que c'est l'idée de l'être, ontos en grec, l'entité, l'être est là. Ça, c'est une fallacie, une chimère, inventée par les Grecs. Et donc, comme on a un être, cet être se reproduit. C'est imbécile, c'est pas du tout vrai. Il y a des processus de mutation symbiotique permanente duquel on fait partie. On est partie d'une courante éternelle de mutation symbiotique. Donc, ce qui caractérise la vie sont des ressources symbiotiques et la variation permanente. C'est juste l'inverse, ce qu'on essaie d'imposer depuis des milliers d'années en termes de homogénéisation et de fragmentation de tout, des mouvements. Voilà, une orgie bactérienne, l'échange de gènes. Donc je propose une ontologie orgiastique de l'évolution. Et bon, à partir de là, j'essaie de proposer aussi une série de propositions pour reconsidérer. Disons que pour moi, l'anomalie planétaire qui nous porte à l'abîme, entre autres choses, c'est aussi l'hétéronormativité. Il ne faut pas penser que l'hétéronormativité est une norme universelle qui a été toujours là et va être toujours là. Je pense qu'il a les jours comptés parce que après 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand le système collapse, qu'on connaît, toutes ces sociétés de l'exploitation, vers un vrai processus d'extinction, ça ne va pas être plus là. Et ce n'était pas là avant le néolithique. Pour moi, le système, ce qu'on appelle aujourd'hui hétéronormativité, mais on peut parler de système oppressif de reproduction obligatoire, se sont développés plus et plus de le néolithique en avant, avec cette exploitation intégrale de la vie qui a comporté cette surpopulation humaine radicale qui nous porte à l'abîme. C'est même cette reproduction obligatoire et oppressif qui nous porte à l'abîme. Donc on renverse ici l'idée complètement fausse que non, ça c'est universel, ça c'est une tendance de survie, c'est complètement fausse. C'est une tendance très contre nature qui a émergé de l'exploitation pour la nourriture des animaux non humains et plantes qui a fait qu'il y a cette explosion et que, parce qu'on crée la propriété, il faut garder la propriété, il faut avoir une descendance pour la propriété, donc on a réglé plus et plus les systèmes de reproduction et des inégalités de genre qui sont émergées dans ce processus même. Donc voilà, c'est une des manières aussi de renverser le narratif suprémaciste humain traditionnel, maintenant en renversant, même portant en avant certains discours qu'on a pu entendre dans les théories queer, etc., en renversant complètement le narratif héritier. Et donc, pour un avenir, à mon avis, pour moi c'est ok de se réapproprier des catégories héritières, mais je pense qu'on peut ajouter aussi l'idée
de nous penser au-delà de ces catégories-là. Parce que la raison pour laquelle je rejette la catégorie des masculinités qu'on m'a imposée, c'est que pour moi c'est une construction qui m'impose cette catégorie de corps reproducteur que je rejette à beaucoup de niveaux et aujourd'hui plus que jamais à cause de la crise écologique, etc. Donc je n'ai jamais eu l'intention de me reproduire, mais aujourd'hui encore moins. Donc je partage, entre autres choses, cette idée-là comme partie de la politique. Mais bon, il y a d'autres manières qu'on n'a pas le temps d'entrer aujourd'hui. Le concept de métasexe, que je développe à ma manière, en relation aussi à Marco Bassi, comme une manière mentale de repenser la sexualité en termes non de catégories binaires, mais de qualité d'expérience, par exemple. Ça, c'est une chose que je lance. Bon, donc, il y a tout ce travail aussi de repenser notre expérience au-delà des catégories héritières de cette hache d'exploitation, de binarisme, de dualisme, des catégories qui découpent tout. Et donc, pour finir, pour résumer beaucoup la proposition de Vegan Arthur, qui est basée sur toute cette philosophie, mais aussi sur beaucoup de recherches sur la crise actuelle. Vegan Anarchy se réfère donc à ces trois aspects duquel on ne parle pas du tout, en général, dans le mouvement écosocial actuel, ou d'une manière très fragmentaire. Et par contre, pour moi, ça serait les trois grandes choses sur lesquelles l'humanité entière devrait être à travailler comme un fou maintenant, si on voulait même éviter ou minorer un processus d'extinction assez complet. Donc le passage de diète végane serait la chose plus fondamentale parce que, comme je disais, autre qu'être un crime inimaginable, c'est la plus grande source de la crise écologique climatique qui nous dilite, qui nous efface. Qui nous efface le futur. Il n'y aura pas un futur dans lequel lutter pour d'autres choses si on ne nous donne pas la possibilité. Et la chose la plus grand impact dans ce niveau-là, autre que être aussi la plus grande source de maladies humaines et d'inégalités humaines, serait cesser cette exploitation inimaginable des non-humains, qui est la source historique des inégalités humaines, mais qui est la source plus grande aujourd'hui d'une crise qui nous porte à l'abîme imminente. Donc, et aussi, ça serait la chose avec un impact plus fort, plus rapide et plus faisable, parce que ça dépendrait, si on savait ça, d'un changement individuel, ça pourrait fonctionner. Mais de nouveau, quel est le problème? Même le mouvement écologiste cache ce fait fondamental, qui par contre, n'importe qui étudie le sujet va trouver dans la science. Donc pour moi, un des faits plus épouvantables et criminels de notre âge, c'est le fait que l'écologisme global de l'actualité cache ce fait fondamental. C'est pour ça alors qu'on a cette politique végane dans le projet. Le deuxième point, anal, dans le processus du collapse. Et je pense en fait que seulement ceux qui reapprennent à coévolutionner avec les écosystèmes, donc quelques des communautés indigènes, des cueilleurs-chasseurs qui existent aujourd'hui, et quelques méta-humains, comme j'ai dit, qui reapprennent cette manière de reapprendre la symbiose avec les écosystèmes, le mouvement, la capacité corporelle de vivre dehors, de vivre en mouvement, de vivre avec le changement, seront ceux qui survivent, pas les riches dans les bunkers. Ça, c'est pas, à mon avis, très imaginable. Et ça serait aussi la possibilité ça serait aussi la seule possibilité, à mon avis, d'une régénération terrestre. S'il y a quelque partie de la logique exploitatrice qui survit, alors la Terre ne va pas savoir la possibilité d'une régénération.
Il s'agit donc de redevenir à être une des 8 millions d'espèces, en mouvement permanent avec le reste. Ça c'est, disons, la vision maximaliste, comme je disais. Évidemment, après, vous pouvez décider de dire, bon, je prends ici des outils pour même si je vous offre un peu le comprimé de Matrix, le rouge, le bleu. Vous décidez cette semaine si vous prenez je ne sais pas comment c'était, le rouge, ou si vous préférez de continuer dans Matrix et penser que c'est très beau, cette civilisation qu'on a créée. On ne veut pas voir le dessert du réel qu'il y a derrière. Même si je pense que l'exponentialité et la vitesse des changements que vous pouvez voir chaque année, on ne peut pas anticiper que ce qui va être la prochaine année. Et on ne peut pas imaginer comment va être le monde dans 5 années, parce qu'on est dans une temporalité exponentielle. Et ça va être chaque fois plus exponentiel. Donc, dans notre génération, on va voir tout le processus. Non? Donc, bon. C'est en tout cas quelque chose d'enrichissant. Même s'il n'y avait pas la crise, retrouver cette richesse expérientielle corporelle, symbiotique, collective, ne peut que nous enrichir. Donc voilà. Ça, donc je pense que j'ai passé... Bon, toutes ces histoires de cœur, juste pour... Donc j'ai fait dans le livre, le symbolum de cette trilogie, j'ai fait toute une recherche très longue sur, j'essaie de comprendre comment le vrai épine dorsale, l'épine dorsale des sociétés humaines n'a pas été la verbalité, la textualité, mais les danses collectives. On trouve les danses collectives comme vrai mode de structuration des sociétés. Pour moi, ça c'est une évolution des nuées dans les animaux non humains. Donc, de la même manière qu'on voit lié à la Garonne les étournants étournants, oui. De cette manière extraordinaire. Les sociétés humaines, si on croit à ce concept, aussi ont toujours été cette manière de bouger ensemble comme la manière plus fondamentale de créer collectivité. Et en fait, plus se sont structurées, aussi les danses sont été centrales pour structurer les sociétés à niveau, par exemple, de rituels des passages, les rituels d'initiation, chaque événement important de la vie dans une société nomadique, mais aussi au début du néolithique, avait sa danse collective. C'était la politique de la vie. Mais puis, dans le néolithique, on a eu, donc je parle là de divers types de danses. Voyons voir. Donc en bas, vous voyez plus les danses désalignées, ici très associées aux ménades, du rite dionysiaque dans la Grèce. En haut, une danse plus alignée. Donc je propose que les danses alignées sont émergées dans le néolithique, comme une manière plus géométrique, très liée à l'étude des étoiles, de saisons, etc., qui étaient liées à l'agriculture, de créer une communauté, de faire communauté, de créer cohésion sociale dans les premières sociétés néolithiques. Mais les danses collectives qu'on voit, par exemple, voyons voir, il y a en bas, en gauche, je ne vois pas très bien, mais les peintures rupestres, par exemple, de communautés saines, qui sont entre les communautés les plus étudiées qui existent encore aujourd'hui, des chasseurs-cueilleurs. Et ils ont toute une culture aussi de peinture, leurs danses de trance, qui sont la danse, l'événement plus important de ces sociétés. En Afrique, au Kalahari et Afrique du Sud. Et dans beaucoup d'autres peintures rupestres qu'on trouve sur des danses, on trouve ce que j'appellerais des danses plutôt désalignées, où il n'y a pas une organisation homogénéisée, circulaire, etc. du groupe, où on n'a pas une simultanéité
des mouvements, une imitation globale des mouvements. Pendant que dans le néolithique, on commence à voir tous ces peintures sur le amphorage, sur les amphores, sur les vases. Tout ce qu'on a développé au néolithique pour porter et pour accumuler le processus d'exploitation de la vie, c'est tout ce qui était circulaire. On trouve aussi les dessins des danses circulaires qui ont émergé en même temps, comme une manière plus géométrique et contrôlée. Mais encore là, à travers des danses alignées, la danse collective était la structuration plus importante de la société. Après, par contre, la danse est devenue plus et plus professionnalisée, de l'Égypte déjà, en avant. On voit aussi en Grèce comment on a eu le théâtre, comme une capture du cœur dionysiaque qui est devenue la tragédie grecque, avec des spectateurs qui n'existaient pas avant. Et donc, dans ce processus-là, où on a la professionnalisation, on a l'émergence du spectacle, etc., la danse est devenue plus et plus marginale. Et la cohésion sociale n'était plus développée à travers la danse collective, mais à travers notre alignement avec des machines. Aujourd'hui, c'est clair. Les machines mécaniques et les machines numériques nous chorégraphient. C'est ça qui donne la cohésion homogène et toxique de la société actuelle. Pendant que les danses collectives donnent toute une autre possibilité de créer une collectivité plus ouverte, plus en variation. C'est ça justement qu'on va expérimenter. Ça, c'est une des sources pour le projet suivant, pour comprendre la puissance et la richesse des modes de connaissance incarnée, de savoir incarné qu'il y a dans le mouvement même de communication, de cohésion ouverte, etc. Donc c'est ce type de choses qu'on va explorer dans les dynamiques de mouvement choral désaligné. Donc je propose retrouver une pratique improvisatoire chorale désalignée, plutôt que cette tendance à l'imitation. Depuis Platon et les Grecs, connaissance c'était imitation. Ça, on va complètement bouleverser ici. Il n'y a que, quand on bouge ensemble, mais chaque corps est en train de fluctuer d'une manière diverse, la cohésion vient de la différence et ne peut que venir de cette différence entre le corps et en variation. Donc ça va être donc source pour nous d'expérimenter à continuation de la sphère orgiastique, des cultures anciennes. Bon. Donc voilà. Et juste pour finir, donc on va travailler avec plusieurs des techniques qu'on a développées depuis des années, dans mon cas depuis 24 années. On va travailler avec ces structures que vous voyez là, on va les suspendre ici, elles sont maintenant dans cette comprimé là. Ça s'appelle flexinamique, on en parlera parce que je crois qu'il y a des personnes ici qui connaissent la biotenségrité. Donc il y a des différences, mais des résonances aussi. Donc ce sont des structures qui sont des extensions du corps, qui invitent le corps à bouger. Disons, ce sont tous des techniques pour redécouvrir la symbiose. Le corps élargi et non comme centre de contrôle, élargi dans un écosystème indéterminé duquel il fait part d'une manière indéterminée. Donc retrouver le sens d'une profonde connexion, entremélangement et indétermination, non contrôle. Ce sont des choses fondamentales qu'on va explorer à travers de diverses techniques, les extensions physiques, les structures flexinamiques, les capteurs et les projections numériques, le son numérique, cette fois plutôt à niveau présentiel plutôt que télématique. Même si on va parler pendant la semaine de problématique du numérique, parce que le numérique, pour moi, fait partie intégralement de cette logique, cette tendance au contrôle qui nous porte à l'abîme. Et à cause du collapse imminent, je ne pense pas qu'aucune de ces technologies a un futur au-delà de peut-être 20 ou 30 années, sérieusement. C'est pour ça que je dis, bon, la seule chose vraiment soutenable, c'est ce que le corps peut faire avec sa voix, son mouvement, etc. Et c'est pour ça qu'on va pousser plus vers ça.
Mais bon, on continuera à avoir un peu l'œil dans ces techniques qui incluent le numérique, toujours avec cette manière de repenser le numérique, renverser le numérique vers l'indétermination. On va voir comment on peut réutiliser le numérique pour amplifier la indétermination corporelle plutôt que le contrôle. Et voilà. Et donc, commençons. On a 1 heure avant de. Quelle heure il est là? Juste 1 heure avant de manger. Ça va, vous êtes bien? Peut-être vous voulez faire des commentaires, des questions avant de se mettre en certainement, mouvement. Si vous voulez lancer. On peut, en tout cas, pendant la semaine, si ça vous va, si ça vous intéresse, comme on faisait l'année dernière par exemple, avoir un petit moment de débat chaque matin. On peut parler de n'importe quoi, de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Je ne sais pas, le numérique. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les problèmes du numérique aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas de futur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les algorithmes qu'on a dans la poche? Comment on est aligné avec ça? Ou bien, je ne sais pas, hétéronormativité, ou bien, des différents aspects de ce que j'appelle le questionnaire de la thérapie ontologique, qui nous fait nous questionner même la conception de humain. Est-ce qu'on croit vraiment à ces concepts? Pourquoi? Les binarismes de tout type, les croyances suprémacistes. Est-ce qu'on croit vraiment avoir le droit à occuper la Terre? Pourquoi? On peut se poser ces questions-là d'une manière informelle et donc, comme thérapie de groupe, on se présente, je dis Jaime, je suis suprémaciste humaine, je suis dans ce processus-là et là, comme les alcooliques anonymes, mais le suprémaciste anonyme. C'est une proposition performative que je vous lance, si vous voulez. Et donc, on peut vraiment mettre en jeu cette troublante réalité en exposant notre participation là et notre résistance. Si vous voulez, on peut faire un peu de ça, ou simplement aussi discuter sur des thèmes qui vous intéressent. Vous pouvez le laisser dormir jusqu'à demain, et si vous voulez, on en parle de n'importe quoi. Si c'est un peu trop troublante, vous pouvez le dire aussi et on arrête. Hein? Et si vous voulez partager maintenant quelques petites choses avant qu'on se mette à bouger, ça serait bien aussi, s'il vous plaît. J'aimerais partager que ça m'a mis en ébullition. Ça m'a mis en ébullition. Ébullition. J'espère que c'est une bonne ébullition. Donc voilà, je vous rappelle, vous pouvez prendre un niveau maximaliste ou minimaliste ou moitié. Hein? Ça a beaucoup de possibilités. Mais je vous ai donné un peu un clin d'œil de la vision globale. Et si ça vous intéresse vraiment, vous avez des milliers de pages là, publiées qui sont téléchargeables gratuitement, les livres si vous lisez en anglais ou en espagnol, où vous pouvez approfondir plus. Dans ce projet-là, on a fait aussi beaucoup de publications, 30 publications au moins. Voilà. Il y a toute la partie télématique qu'on a fait aussi avec Cyril et Sophie l'année dernière, où on crée des cœurs télématiques. Moi, je suis plus et plus sceptique. Sceptique? Mais bon, peut-être on va explorer un peu de ça dans la deuxième séance. C'était des expériences importantes qu'on voulait faire. On va voir si on continue avec ces aspects-là, avec des gens qui se connectaient de d'autres pays. Et on faisait un chœur collectif télématique. Mais cette semaine, on va faire plutôt ici, présentiel. Ce sont les structures pour où on va avoir une structure ici comme ça. Oui, là, on vous a présenté quand même un condensé de bien des années à la fois de recherche, d'expérimentation. Donc, ça paraît long, mais en même temps, c'est un temps très court pour vous exposer vraiment une accumulation énorme de boulot, quoi. Et évidemment, c'est une partie, on vous partage des connaissances accumulées, mais aussi on se demande en même temps où on va. C'est une expérimentation ouverte où vous êtes invité à participer et on voit ensemble qu'est-ce qu'on trouve de nouveau dans cette tendance qu'on a déjà
proposé pour le nouveau projet de prendre plus au centre cette problématique de la crise écosociale et des pratiques qui misent le corps avec moins du numérique tout au centre et avec cette vision écologique de connecter ce qu'on fait dans les exercices corporels, non seulement avec la rue et l'espace public, qui est déjà quelque chose, mais avec toute cette histoire de la cueillette et de imaginer comment reapprendre une coévolution avec le reste du vivant, que pour moi c'est le grand défi qu'on peut avoir. Donc ça c'est l'invitation. Mais vous pouvez aussi trouver comment ça connecte avec votre intérêt, votre projet à votre niveau évidemment. C'est ça, on peut partager aussi chaque jour si vous voulez parler des projets que vous savez que vous êtes en train de faire. Si vous êtes sur des visions de projet aussi, c'est le moment si d'en quelqu'un parler, en fait d'échanger. veut présenter quelque chose pour qu'on donne feedback, vous pouvez nous dire, on peut prendre chaque matin un petit pour faire ça aussi, non? Pour essayer de créer des liens constructifs. Voilà. Donc, quelqu'un veut dire Oui, voilà. Moi j'ai une question, enfin j'ai pas une question, c'est une réflexion que je mène depuis quelque temps en fait sur le fait que je crois que c'est un peu utopique aujourd'hui de créer une identité si on est bien intégré socialement. de créer Une identité propre, individuelle. Parce que, tu vois, là, on est sur des outils justement numériques. Tu parlais du numérique, tu voulais qu'on parle du numérique. On est sur des outils numériques, on est sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. On construit en fait une image de soi, une idée de soi, selon des algorithmes, selon en fait des fonctionnalités qu'on peut utiliser ou pas. Et justement, il y a je me souviens plus son nom, un sociologue qui dit que justement le fascisme c'est le confort en fait. Le vrai fascisme dans notre société capitalisme c'est le confort. Alors déjà Trotsky commence à en parler sur la révolution, mais bon, ça n'a rien à voir avec Trotsky ce que dit ce type-là. Et ça me questionne en fait, parce que c'est vrai que moi je l'aime bien mon confort, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire Métabody avec toi et avec Jean-Marc, entre autres, je me suis posé ces questions. Et moi, j'adore mon confort, et c'est pour ça. J'ai été pas végétarien, pas vegan, mais j'ai été végétarien, donc j'étais pas antispéciste. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours posé ce genre de questions, mais j'ai du mal à y accéder parce que j'ai du mal à définir ça aujourd'hui dans les années 2020. Est-ce que je peux dire je suis Cyril en fait? Parce que je ne suis pas vraiment moi, je suis toujours, j'ai l'impression, au service d'entrepreneurs, de Facebook, de Meta, de ceci, de cela, etc. Je suis toujours confronté à ça, quoi que je veuille faire, quoi que je veuille dire, quoi que je veuille exprimer de ma vie, etc. Donc, le problème aujourd'hui, il est à qui j'appartiens en fait. Est-ce que je m'appartiens à moi ou est-ce que j'appartiens à cette société numérique qui s'impose en fait et à laquelle je ne peux pas me soustraire en fait. Alors je peux évidemment me soustraire si je veux, mais mon Dieu, est-ce que je me sens seul, ou autrement je suis en mini-communauté, et ça c'est vraiment pour moi le cœur du problème. Peut-être pas pour tout le monde, je veux dire pour moi, je ne veux pas dire que je pense que c'est le cas du problème pour tout le monde, je veux dire qu'en tout cas pour moi ce que je ressens c'est que moi je me heurte à ça en fait. C'est que voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui. Si. Non, mais justement pour ça, c'est qu'on essaie de créer des espaces collectifs pour échanger des outils, des possibilités, etc. Et d'autre part, oui, je comprends très bien cette histoire du confort. C'est la trappe. Mais c'est pour ça que je propose. C'est pour ça que je propose. Ma narrative ne veut pas dire c'est le sacrifice du confort, c'est le retrouver la richesse d'une expérience perdue au niveau corporel. Et ça va comporter de faire le confort. Parce qu'on peut comprendre que le confort, c'est une atrophie existentielle radicale. Quand on commence à comprendre ça, parce qu'on sort de ça, on commence à expérimenter les choses d'une autre manière,
Pour moi, là, il y a une puissance. Mais évidemment, oui, il faut avoir un peu d'espace et des sous-titres. Mais tout ce que tu dis, et merci pour partager, oui, je comprends que ce sont des grandes... C'est une évolution de réflexion. Non, c'est... complètement. Non, ce sont les problèmes. J'ai l'impression qu'on me débarrasse de ma condition humaine, qu'on me donne tous les éléments pour me débarrasser de ma condition humaine, que j'en souffre pas, et de créer un nouveau Dieu, quoi, finalement. Et c'est très dur de me dire, je vais renoncer à ce Dieu-là qu'on me présente, et qui est extrêmement agréable, ou c'est Matrix. C'est Matrix. Pour reprendre mon identité, mon individualité, mon autonomisme. C'est Matrix, on vit aujourd'hui dans un mélange incroyable de Brave New World et le Big Brother. C'est les deux choses parfaitement mélangées, mais au-delà de l'imagination de Huxley et de Orwell. Surtout Huxley, c'est-à-dire l'idée du le soma, non? La drogue qui te fait sentir bien, et donc ça c'est le consumérisme. Il y a des gens visionnaires comme Pasolini qui ont vu ça il y a 50 années. Pasolini, Salo, qui maintenant ça va être 50 années de sa mort et de Salo. Le film Salo, vous connaissez de Pasolini? C'est un film très dur à voir. Et pour moi, ce film veut dire la mort de la représentation, c'est-à-dire toute représentation dans les médias sont devenus des outils de capitalisation des corps, de mercantilisation des corps, de mercantilisation de tout, et qui est une forme de fascisme complète, radical et omnicompréhensive. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est produire des choses qu'on ne peut plus voir par sa violence, et casser la représentation. Et il avait cette critique énormément forte du consumérisme. Comme il y a 50 années, imagine qu'est-ce qu'il aurait pensé de la société actuelle. Si aujourd'hui, Pasolini, ouais. Il y a 50 années, il disait le consumérisme a capitalisé les corps, c'était un fascisme. Et les médias aussi. 50 années. Imagine l'évolution après a été vers un délire encore beaucoup pire. Et non, c'est une question absolument centrale ce que tu dis. Oui, et ces entreprises même et tous les gens qui vont avec, qui fabriquent au jour le jour tous ces outils qui nous amènent vers une sensation de confort, ont mis en avant l'idée que chaque outil algorithmique, quel qu'il soit, est là pour résoudre un problème. Donc d'emblée, on est dans le piège. Parce que c'est supposé être vendu, conçu et mis en avant comme étant ce qui résout nos problèmes. Et celui de l'identité, justement. Donc t'imagines, c'est le méga piège, quoi. Celui que tu évoques. Totalement. En fait, c'est faux, parce que ce qu'il faut, c'est créer des problèmes nouveaux. Ouais, Et le néolithique, aujourd'hui, on ne fait qu'ajouter des problèmes aux problèmes pour apparemment résoudre le problème. Mais c'est pas vrai. Eh oui. C'est des formes de l'IA, justement, qui donnent cette Bien sensation plus forte. Mais pour moi, la seule sortie de ça, c'est retrouver cette richesse incarnée et des pratiques collectives qui nous donnent un écosystème, parce que je suis complètement seul. Je le fais du seul depuis longtemps, je persévère là, mais c'est... C'est mieux ensemble. C'est pas facile. Est-ce que la partie réflexive, intellectuelle et tout ça, alors elle serait juste une étape parce que là, par exemple, tu parles du corps. En fait, quand on arrivait là, est-ce que le cerveau, la partie réflexive intellectuelle, elle fait partie plutôt du corps? Oui. Ou est-ce qu'elle est juste une étape pour comprendre quelles sont les actions à mener? C'est une très bonne question parce que c'est les deux choses. D'une partie, pour moi, oui, toute pratique est corporelle. Mais aussi, je le vois comme une partie de la transition, pour ainsi dire. C'est-à-dire, une partie du travail, pour moi, c'est déconstruire les catégories, etc., de l'intérieur d'eux-mêmes et montrer comment leur propre logique porte vers l'abîme. Ça, même la science dominante le fait aujourd'hui, quand on a tous ces rapports climatiques, tous ces rapports sur l'alimentation, etc. Et tu vois que la même science qui a été développée pour la domination te dit que c'est un échec. Donc il y a beaucoup de cercles qui se passent. Donc écrire tout ça, ce livre, la philosophie, etc., c'est une partie.
Mais la plus importante pour moi, et qui aura la continuation plus forte, c'est ces autres pratiques qui vont même au-delà de la verbalité. En fait, je vous propose pendant la